Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La Méditerranée, cimetière à ciel ouvert, les naufrages de migrants se multiplient sous le regard de l'Union européenne qui tarde à trouver des réponses à la crise. Un sommet extraordinaire est prévu jeudi à Bruxelles. Débat à suivre dans cette édition. François Hollande et les espoirs déçus des jeunes. Le président de la République voulait faire des moins de 25 ans sa priorité, notamment sur le front de l'emploi. Mais le bilan est mitigé. On en parle dans un instant. La loi Macron en suspens au Sénat pour cause de vacances parlementaires. Ce week-end, plusieurs volets de ce texte ont été adoptés. On fera le point sur ce qui a été voté et modifié par les sénateurs, mais aussi sur ce qui reste en discussion. Quand la Méditerranée se transforme en un véritable cimetière marin, les naufrages de migrants se multiplient. 1650 personnes auraient péri depuis le début de l'année. Cet après-midi, 2 bateaux avec près de 450 migrants à leur bord ont à nouveau été signalés en détresse. Paul Bouffard. Dans les eaux internationales, les appels de détresse s'enchaînent. De nouveaux bateaux seraient en train de sombrer. À leur bord, plus de 400 migrants. C'est un des passagers qui aurait lancé l'alerte. Selon lui, 20 personnes seraient déjà mortes. Les 2 embarcations se trouveraient à 55 km des côtes libyennes. Les gardes-côtes disent ne pas avoir les moyens de les secourir pour le moment. Manque de ressources en raison des opérations sur le naufrage du chalutier ce week-end au large de la Libye. Ce matin, sur les côtes maltaises, les corps des 24 victimes de ce week-end sont débarqués. Dans les heures qui viennent, le bilan risque de s'alourdir. Des survivants font état de la présence de plus de 700 personnes à bord du chalutier. Des flux de migrants qui ne cessent d'augmenter, fuyant les conflits en Afrique et au Moyen-Orient. Ces hommes et femmes empruntent 5 routes de voyage, avec une principale, celle entre la Libye et l'Italie. En 2013, plus de 40 000 personnes l'auraient utilisée. En 2014, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 219 000 personnes auraient tenté la traversée de la Méditerranée, l'équivalent de la population de la ville de Rennes. Avec ces tragédies en chaîne, le bilan pour l'année 2015 pourrait s'élever à 1600 morts en à peine 4 mois. Et nous sommes en ligne avec Gérard Larcher, président du Sénat, en direct de Rome. Vous êtes sur place pour la conférence des présidents des parlements de l'Union européenne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors vous avez pu évoquer la question de ces flux migratoires, de ces naufrages tragiques en Méditerranée, avec des responsables du ministère de la Justice, mais aussi du ministère de l'Intérieur italien. Gérard Larcher, ce soir, au-delà de ce drame humain, est-ce que l'Europe est au pied du mur ? Bien, en tous les cas, ce drame humain est un défi lancé à l'Europe, mais aussi un défi lancé à l'Afrique. Et j'avais prévu, de toute façon, d'avoir cette rencontre avec celles et ceux qui vivent concrètement ce phénomène de la migration et les drames de la Méditerranée, devenu un très grand et dramatique cimetière marin. Et justement, quelle est la priorité, Gérard Larcher? Est-ce qu'il faut accueillir ces migrants ou stabiliser la situation politique en Libye notamment? Tout est prioritaire. D'abord, il faut sauver des hommes qui sont jetés parfois par-dessus bord. On nous a fait des descriptions, notamment le procureur de Catane ce matin nous a fait des descriptions qui sont le contraire de toutes les valeurs fondamentales que nous portons en Europe, qui sont la négation de toute humanité. Et naturellement, il nous faut nous organiser à la fois pour ne pas être une espèce, c'est horrible à dire, de pompe aspirante, et en même temps pour accueillir et sauver ces hommes. En même temps, il va falloir solutionner sur le fond, parce que nous voyons bien que c'est la stabilisation des pays en proie au terrorisme, c'est des accords en amont pour limiter les départs, comme l'Espagne l'avait fait avec le Sénégal il y a maintenant près de 8 ans. C'est aussi donner des moyens à Frontex. Je disais à la tribune, c'est pas avec 116 millions d'euros que Frontex peut tenir les frontières de l'Union européenne. Et justement, cette Union européenne, que peut-elle faire? Elle apparaît jusqu'à présent impuissante, voire inutile face à ces drames. On ne peut pas laisser l'Italie seule. C'est l'Italie qui fait face seule aujourd'hui à cet afflux de migrants. Mais en même temps, il faut agir à la source et sur les causes.
parce que sinon, à la fin de cette année, nous serons sans doute à 250 000 à 300 000 migrants qui seront venus de Méditerranée orientale et de Méditerranée centrale pour échouer sur les côtes italiennes. Et beaucoup, entre-temps, auront disparu parce que j'ai pu voir un certain nombre de preuves sur les conditions dans lesquelles ces pauvres malheureux sont transportés au mépris de toute vie humaine, de tout principe minimal d'humanité. On sait que le Sénat examinera très prochainement la réforme du droit d'asile. Est-ce que son regard va changer sur ces demandeurs d'asile après ce que vous nous décrivez? En tous les cas, le Sénat ne peut pas ignorer ce qu'est aujourd'hui la réalité de l'asile. Naturellement, il faudra apporter des réponses, mais les réponses, elles sont aussi avec les pays émetteurs. Je voudrais rappeler simplement qu'aujourd'hui, c'est l'armée française qui paie l'essentiel de la stabilisation au Mali et dans la région subsaharienne. C'est d'abord les Français qui sont engagés. Et je l'ai rappelé à mes collègues européens. Et les faits, c'est l'Italie toute seule qui fait face aujourd'hui. Et c'est l'armée française qui tente de stabiliser un certain nombre de pays. Les premiers migrants venant de RCA, par exemple, ont été recensés par le procureur de Catane, qui démontre bien que si nous n'intervenions pas en République centrafricaine, il y aurait encore des flux migratoires beaucoup plus importants. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été en direct dans ce journal. Merci. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. L'Europe face aux défis de l'immigration, ce sera le thème de notre débat dans un instant. La jeunesse devait être la priorité du quinquennat de François Hollande. À mi-mandat, le bilan est mitigé, notamment en matière de lutte contre le chômage des jeunes. Hier, le président de la République a confirmé la création d'une prime d'activité, un complément de salaire pour les jeunes actifs de moins de 25 ans. Flora Sauvage. Un chèque pour les jeunes qui travaillent, c'est l'objectif de la prime d'activité qui entrera en vigueur le 1er janvier 2016. Cette prime mensuelle d'un montant de 100 à 200 € environ est destinée aux moins de 25 ans qui gagnent moins de 1 400 € par mois. 2 ans avant la présidentielle, François Hollande lance une opération de communication vis-à-vis des jeunes. Un chef d'État qui se veut à l'écoute. Pourtant, la présidente du mouvement des jeunes socialistes n'a jamais été reçue à l'Élysée. On a demandé avec des organisations de jeunesse à être reçus par le président de la République, donc pour aussi lui faire passer un certain nombre de messages de notre génération. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va réussir à convaincre les 70% de jeunes qui s'abstiennent de choisir de nouveau la gauche en 2017, et pour ça il va falloir des actes. Des actes qui semblent bien limités selon l'UNEF. Ici, on regrette que les étudiants et les apprentis ne soient pas éligibles à la prime d'activité. Malheureusement, 3 ans après le début du quinquennat, à l'exception de quelques mesures, globalement, la situation des jeunes s'est dégradée. Donc il a pris la mesure de la défiance. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il nous propose une feuille de route pour les 2 prochaines années qui répond aux attentes des jeunes? Et là, on est encore très loin du compte. Au-delà de la prime d'activité qui devrait coûter 4 milliards d'euros par an, les moins de 25 ans semblent déçus par un président de la République qui avait fait de la jeunesse l'une des priorités de son quinquennat. Autre annonce hier de François Hollande lors de sa prestation télévisée pour déminer la loi sur le renseignement. François Hollande a annoncé qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel sur ce projet de loi. Ce serait une première sous la Ve République. Objectif pour le chef de l'État, apporter, je cite, la garantie que ce texte est bien conforme à la loi fondamentale. Et puis sachez que Pierre Laurent, sénateur de Paris et numéro 1 du Parti communiste, a demandé ce matin des excuses publiques à François Hollande après ses propos tenus dans l'émission Le Supplément sur Canal+. Une demande rejetée. Le chef de l'État a en effet déclaré que Marine Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Le Sénat marque une pause dans l'examen de la loi Macron pour cause de suspension des travaux parlementaires pendant 2 semaines. Les sénateurs ont donc siégé la nuit de vendredi à samedi pour tenter de rattraper leur retard. Ils ont adopté à 5 h du matin un amendement sur la réversibilité de l'enfouissement des déchets nucléaires. Les explications de Mounir Soussi. La question du stockage des déchets nucléaires a trouvé sa place dans la loi Macron. Ce week-end, Gérard Longuet a fait passer un amendement qui pourrait avoir un impact sur toute la filière, notamment sur le front de l'emploi. Il y a un chantier immédiat de plus de 10 500 salariés et un secteur économique de plusieurs dizaines de milliers de salariés qui se trouve consolidé
par la gestion de ce maillon ultime de la chaîne de l'électronucléaire, qui est la gestion des déchets à forte activité vie longue. Le sénateur de la Meuse, département qui accueille le laboratoire de Bure, souhaite que le principe de réversibilité des déchets soit adopté. Sur ce site construit en 2000, les scientifiques tentent de mettre au point une méthode de stockage des déchets radioactifs à 500 mètres sous terre. La réversibilité, c'est la possibilité de les récupérer plusieurs années après leur enfouissement. Le gouvernement est plutôt favorable à cette solution. En tant que ministre, moi, je prendrai mes responsabilités sur ce sujet. Il y a une loi qui a été prise en 2006. Le débat public s'est conduit en 2013 et je crois qu'il faut aller de l'avant. Ce discours irrite les écologistes. Les questions sur la sécurité de l'enfouissement restent nombreuses et la façon dont l'amendement a été adopté passe mal, durant une séance de nuit avec un hémicycle forcément clairsemé. Les écologistes proposent d'autres méthodes et que malgré ce projet d'enfouissement des déchets n'est pas la bonne solution. Donc là, je ne vais pas aller plus loin. Je crois qu'effectivement, ça aurait mérité un vrai débat public. Je trouve ça quand même très limite. Le texte sera discuté en seconde lecture à l'Assemblée, mais même si l'amendement est conservé, il faudra que le gouvernement dépose un projet de loi spécifique pour que le principe de réversibilité soit adopté. Et en bref, le Sénat a également donné son feu vert à la privatisation des aéroports de Nice et de Lyon, un des volets contestés de la loi Macron. Les sénateurs ont néanmoins souhaité garantir que ces transferts ne se fassent pas au détriment des territoires qui les accueillent. Alors après 2 semaines d'examen de la loi Macron, où en est-on dans ce projet de loi? Pour faire le point sur ce texte jugé fourre-tout par ses détracteurs, Faustine Saint-Geniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine, alors pouvez-vous nous dire où les sénateurs se sont-ils arrêtés et où vont-ils reprendre? Alors on a un peu du mal à s'y retrouver dans ce texte, vous le disiez, les détracteurs l'accusent d'être un texte fourre-tout et puis les sénateurs font des allers-retours dans le texte. Alors certains articles sont examinés en priorité, d'autres sont réservés. En gros, cela ne facilite pas du tout la lecture du texte. Pour faire simple, les sénateurs ont gardé les articles principaux, les articles les plus controversés pour la reprise des travaux parlementaires le 4 mai prochain. Alors dès le 4 mai, on commence ce lundi-là avec le volet sur le travail dominical, un volet assez consistant et certains sénateurs me le confiaient, ils ne sont même pas sûrs que cette journée et cette nuit du 4 mai suffisent pour examiner tous les amendements sur le volet dominical. Mais peu importe, le mercredi 6, il faut avancer, il va falloir examiner en priorité le volet sur les sociétés de projet, sur la cession et la location de matériel militaire, un autre gros morceau du texte. Donc il n'est plus question de prendre du retard, plus question de passer un temps fou sur 1 ou 2 amendements. Il faut accélérer le tempo. La conférence des présidents leur a déjà accordé un délai supplémentaire et elle a déjà repoussé le vote solennel au 12 mai. Alors Faustine, quel est l'impact de ce retard sur l'examen et le calendrier parlementaire? La conséquence, elle est assez simple. Les sénateurs sont fatigués et les textes s'accumulent. Certains le prennent à la blague avec sous le coup de la boutade, comme Jean-Pierre Sueur qui nous disait bon, il va falloir travailler le dimanche, c'est un hommage à la loi Macron. D'autres grincent des dents, ils en ont vraiment assez, ils n'ont plus le temps d'examiner correctement les textes selon eux et ils dénoncent une inflation législative et donc des embouteillages. Parce que c'est vrai que si l'on regarde bien, après le projet de loi Macron, on a quand même une accumulation de textes. On a la réforme du droit d'asile, le projet de loi santé de Marisol Touraine et puis la deuxième lecture de 2 gros textes de ce début d'année, la loi NOTRe et la transition énergétique. Alors il y aura sans aucun doute une session extraordinaire, elle aussi très chargée avec les autres textes en attente. Et puis pour couronner le tout, comme si cela ne suffisait pas, mercredi, après-demain, donc en Conseil des ministres, François Rebsamen va présenter sa réforme du dialogue social. Bref, vous le voyez, l'embouteillage parlementaire n'est pas prêt de se résorber. Merci beaucoup Faustine. 24h Sénat, tout de suite le débat. L'Europe face aux défis de l'immigration, les drames se multiplient en Méditerranée sous le regard impuissant de la communauté européenne qui tarde à trouver des solutions. Marie Brémaud. Face aux cadavres qui se multiplient en Méditerranée, réunion de crise ce matin des ministres des Affaires étrangères européens au Luxembourg. Et quand la porte-parole de la diplomatie européenne parle d'une réponse commune immédiate à trouver, du côté de l'exécutif italien, on a réfléchi depuis bien longtemps aux réponses nécessaires à apporter. Une réponse immédiate, c'est un engagement supplémentaire de l'Union européenne sur Frontex et Triton. Un engagement supplémentaire de l'accueil des immigrants et un engagement plus important
pour lutter contre le trafic et la contrebande. Depuis novembre 2014, l'opération Triton est coordonnée par l'Agence européenne pour la surveillance des frontières, Frontex. L'opération Triton, censée soulager les pays les plus exposés en surveillant les frontières. Mais avec 3 millions d'euros par mois, les moyens mis à disposition par l'Europe sont insuffisants. L'Italie, la Grèce, l'Espagne doivent porter la quasi-totalité du fardeau et demandent depuis des années une solidarité accrue entre les États membres pour faire face au flux massif des migrants. Je dois avertir que nous sommes confrontés à une tâche énorme. Il n'y aura pas de solution rapide. Pas de solution sans une enveloppe budgétaire plus importante, pas de solution non plus sans une coopération avec les pays de départ, notamment la Libye. On a un vrai problème avec les côtes libyennes où il n'y a plus d'autorité. Donc à nous, Européens, de nous dire que rétablir une autorité d'État en Libye, c'est un élément premier de la coopération future. Et deuxième élément, voir quelle est la solution en attendant. Est-ce qu'on installe des camps sous couvert de l'ONU? Est-ce qu'on trouve des solutions de passage? En tout cas, il faut trouver des solutions parce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Un sommet européen extraordinaire sur la crise des migrants aura lieu ce jeudi. Les chefs d'État s'inspireront sans doute des 10 propositions avancées aujourd'hui par la Commission européenne. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités sur ce plateau. Jean-François Dubost, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, responsable de ces questions d'immigration pour Amnesty International France. Face à vous, Julien Bayou, bonsoir, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'être sur ce plateau. Première question, Jean-François Dubost, on vous recevait il y a peu de temps sur cette question de la réforme de l'asile, ces drames prévisibles et toujours pas de réponse de l'Union européenne. Quelle est votre réaction? Là, nous sommes sur le point peut-être d'avoir une première réponse de l'Union européenne. Il y a eu là tout à l'heure des annonces faites au Luxembourg, je crois, sur un engagement possible de l'Union européenne, un renforcement de l'opération Triton, un renforcement des capacités de sauvetage. On espère surtout que le renforcement de cette opération de Frontex en Méditerranée ou sous couvert d'un autre organisme sera surtout de sauvetage, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant, c'est sauver les vies avant toute autre solution. Julien Bayou, une première réaction effectivement à ces naufrages qui se multiplient. Il faut que la priorité soit le sauvetage de ces migrants. Oui, absolument. En fait, je pense qu'il faut partir de la base. C'est un drame humain né de la détresse de personnes qui veulent partir, et on les comprend, pour fuir des dictatures, une crise économique, le réchauffement climatique, des persécutions. Et donc, aucun mur, aucune frontière ne pourra les empêcher. Et on a voulu transformer l'Europe en forteresse en faisant des accords avec des dictateurs, en arrêtant l'opération Mare Nostrum qui a sauvé plusieurs centaines de milliers de vies. Et qui était trop lourde à supporter pour l'Italie seule, cette opération. Pour l'Italie seule, mais pour l'Europe, c'était tout à fait gérable. Et on l'a transformée en cette opération Triton, qui n'est plus une opération de sauvetage. Et donc il faut bien dire que les départs sont toujours à peu près les mêmes. Par contre, c'est le nombre de morts qui augmente. Parce que de toute manière, les gens sont prêts à risquer leur vie pour ça. Jean-François Dubost, effectivement, sur cette erreur peut-être de stratégie d'avoir abandonné cette opération Mare Nostrum. Octobre 2013, entre 300 et 400 morts à Lampedusa. Grosse émotion en Europe. Les politiciens montent au créneau et versent finalement des larmes de crocodile. Depuis, aucune solution concrète. On demandait une opération de sauvetage dès ce drame-là, parce qu'on savait que les autres allaient être prévisibles, on savait qu'il y avait la crise en Syrie, on savait que la Libye sombrait dans le chaos. Aucune mesure concrète. Aujourd'hui, l'Europe est acculée, mais finalement c'est de sa faute. Et en plus, le fait d'avoir attendu aussi longtemps, ça a fait mourir autant de personnes en mer, parce que l'opération Triton, cette opération gérée par Frontex, c'est une opération de surveillance et de contrôle, pas de sauvetage. Et on est en mesure aujourd'hui de démontrer que certains sauvetages auraient pu être évités s'il y avait une opération équivalente à Mare Nostrum. L'Union européenne devra rendre des comptes sur sa part de responsabilité dans ces naufrages, selon vous, Julien Bayou? Mais là, c'est tous les États qui sont responsables, parce qu'au Parlement européen, par exemple, les écologistes sont montés au créneau pour expliquer ce mécanisme très simple, que si vous renforcez les contrôles, alors que les gens de toute manière vont tenter, eh bien vous augmentez le danger des passages en mer. Donc c'est les États membres, la France notamment, qui de Sarkozy, mais celle de François Hollande aussi, qui ont joué un peu la prudence, l'économie petit bras sur quelques millions d'euros. C'était 9 contre 6, 9 contre 3 je crois. À l'échelle de 28, c'est un budget tout à fait gérable. Et là, oui, effectivement, il faut passer la surmultiplier pour multiplier le sauvetage, mais aussi augmenter l'offre d'asile vis-à-vis des Syriens notamment, mais l'offre d'asile et puis l'offre d'immigration légale. La France accueille 250 000 immigrés en 2011, quand l'Allemagne et l'Angleterre en accueillent 2 fois plus. Donc on peut faire plus, on doit faire plus. Et puis évidemment, dans l'attente, il faut à tout prix soutenir l'Italie qui est en première ligne. On entendait, je crois, quelqu'un qui disait qu'il n'y avait plus de place
dans les cimetières de Sicile. Donc il faut absolument aider l'Italie à sauver ces gens. L'Italie est débordée, aussi bien en mer que sur terre. Les centres d'accueil sont pleins. Que peut-on faire pour aider l'Italie justement à accueillir ces migrants? Il faut une solidarité externe dans le sens où il faut que les États de l'Union européenne se mettent d'accord, et on espère qu'ils le feront d'ici jeudi, ou jeudi en tout cas, pour coordonner une opération de sauvetage en mer ou apporter tous les moyens nécessaires pour que des États le fassent au nom de l'Union européenne. Mais ensuite, le problème ne s'arrêtera pas là, enfin la solution ne s'arrêtera pas là. Il faut également que sur le territoire de l'Union européenne, tous les États membres de l'Union européenne soient solidaires en matière de protection des réfugiés et d'accueil des migrants. Or, aujourd'hui, la tendance a trop été, pour les États du Nord, pour schématiser, de laisser aux États du Sud, Grèce, mais surtout Italie et un peu Espagne, la responsabilité de, à la fois, sauver les personnes en Méditerranée, quand ils ne les repoussaient pas à une certaine époque, pour l'Italie et la Grèce, et un peu l'Italie sous Berlusconi, mais également d'accueillir et d'examiner la situation de ces personnes. Donc il faudra absolument, et les outils existent déjà, simplement il faut les appliquer de façon positive pour qu'il y ait une répartition de cet accueil des personnes sur le territoire de l'Union européenne. Vous y croyez, vous, Julien Bayou, à cette entente éventuelle entre les États de l'Union pour accueillir et coordonner les politiques en matière de droit d'asile notamment? J'y crois, il faut espérer, parce que de toute manière, ce flux ne s'arrêtera pas, parce qu'encore une fois, elle est née de la crise, de la déstabilisation, du réchauffement climatique, des persécutions. Il faut se souvenir que sous Kadhafi, il y avait des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui étaient piégées en Libye pour faire des petits boulots de tout le Sahel, et qui donc évidemment ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'ils sont en difficulté, voire pourchassés. Et ne peuvent plus rester en Libye, donc ils sont acculés. On peut y arriver si par contre on arrive à tordre le cou à ces idées reçues sur l'immigration. L'immigration, c'est une chance, elle rapporte au pays 12 milliards d'euros en France, alors que finalement on n'en a pas tant que ça. Et par contre il faut absolument, j'entends encore le président du Sénat, Larcher, parler de pompe aspirante. C'est pas vrai, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Ça n'est pas je ne sais quel passe Navigo ou aide médicale d'urgence qui suscite ces départs. On voit bien, ce sont des personnes qui sont formées, qui mettent de l'argent pour tenter d'avoir une meilleure vie pour eux et leur famille. Il faut arrêter avec cette récupération odieuse. Jean-François Dubos, effectivement, sur le profil de ces migrants, sur leur motivation, quelles sont vos études chez Amnesty International sur selon ces personnes? Le constat que l'on fait auprès des nationalités représentées, des personnes survivantes que l'on a pu rencontrer, au moins 50% d'entre elles sont des réfugiés à première vue, c'est-à-dire qu'elles viennent de Syrie, d'Érythrée, d'Irak, du Sud-Soudan. Donc nous sommes face à des personnes qui sont poussées, acculées à la fuite et à la tentative de traverser la Méditerranée. Pour les autres, ça ne veut pas dire qu'on est face à ce qu'on appelle habituellement des migrants économiques, parce que parmi ces autres 50%, il y a des personnes qui individuellement auraient des craintes ou auront des craintes en cas de retour dans leur pays. Et puis il y a effectivement les autres migrants qui tentent de rejoindre l'Union européenne pour vivre convenablement, dignement on va dire. Mais il faut aussi voir que l'Union européenne offre, notamment par le biais de son marché du travail irrégulier, et notamment l'Italie mais l'Espagne aussi, des possibilités de travail. Et l'Union européenne doit aussi se questionner sur cette exploitation-là des travailleurs irréguliers dont elle déplore ensuite de les voir arriver sur des embarcations. Julien Bayou, sur ce que vient de dire. Oui, il y a une simulation. En fait, il y a une simulation qui a été faite par des chercheurs britanniques. Et en 2009, il y a eu une vague de, je parle sous votre contrôle, il y a une vague de régularisation importante, plusieurs millions, si je ne m'abuse. Et cette régularisation aurait amené dans les caisses du pays anglais plus de 4,5 milliards d'euros. Parce que une fois que vous voulez leur donner un statut, eh bien, ils travaillent, ils créent des emplois, ils cotisent évidemment, ils payent des impôts. Et donc on a besoin, il faut encore savoir que quand la France accueille 250 000 immigrés, il y a 200 000 Français qui partent la même année. Et donc on a besoin tout simplement de cette immigration. Il ne faut pas en avoir peur. Et encore une fois, c'est une richesse pour le pays. Il y a aussi cette question des passeurs dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. On sait que l'Italie a arrêté 24 passeurs. Et là aussi, il faut peut-être se montrer plus ferme et renforcer les contrôles et les condamnations de ces personnes. C'est de la responsabilité. Qui vivent de ce trafic humain. Oui, c'est de la responsabilité des États en fait. C'est un fait illicite le trafic de migrants. Là, on voit qu'en plus, ils confinent à la mise en danger totale avec ces personnes qui sont poussées sous le contrôle des armes ou la menace des armes sur les embarcations pour prendre la Méditerranée. Donc, c'est la responsabilité des États de lutter contre ces trafics-là, tout en, et c'est là où nous insistons à Amnesty International, tout en garantissant la protection des victimes qui sont justement ces réfugiés, ces migrants. Il ne s'agirait pas juste de dire, comme l'a pu le faire Bernard Cazeneuve à l'Assemblée nationale, on va démanteler des filières parce que oui, mais quid des personnes qui sont obligées de fuir et dont c'est la seule possibilité pour rentrer en Europe parce que toutes les frontières terrestres sont également fermées. C'est ce qui pousse aussi les personnes à prendre des voies dangereuses et à remettre leur vie entre les mains des trafiquants. C'est parce que les voies d'accès légales sont quasiment inexistantes pour les réfugiés aujourd'hui. Julien Bayou, on sait qu'un des points présentés en urgence cet après-midi par l'Union européenne consiste à confisquer et détruire toutes les embarcations pour les passeurs. Qu'en pensez-vous? Ça suffit?
À ce stade, je ne sais pas. Il faut déjà un assentiment de la communauté internationale pour agir en dehors des frontières de l'Union européenne. L'assentiment des pays voisins. Mais j'aimerais juste préciser que plus on durcit les contrôles, plus on durcit la surveillance, et c'est bien le passage de Mare Nostrum qui faisait du sauvetage à l'opération Forteresse, l'opération Triton, eh bien en fait tout simplement qu'est-ce qu'on fait? On fait monter le prix du passage, on fait monter le prix du marché noir et on fait monter la prise de danger par les futures victimes en gros. Et donc il faut faire très attention à ça. Les paroles martiales de Cazeneuve n'aident pas beaucoup. Quand dans le même temps, on n'aide pas à la stabilisation du pays, du principal pays de départ, c'est-à-dire la Libye. Alors justement, sur cette question de la stabilisation et de la solution politique qu'il faut peut-être apporter en Libye, qu'en pensez-vous ? C'est certain que la situation en Libye est pour partie, mais ce n'est pas le seul facteur, pour partie à l'origine de cette tentative. Désormais, mais des Libyens sont à bord d'embarcations. Après, il appartient effectivement à l'Union européenne, dans le cadre de sa politique extérieure, de prendre toutes les mesures nécessaires, effectivement, pour protéger les civils en Libye, mais également les migrants et les réfugiés. Et peut-être que ça diminuera le nombre de traversées, peut-être. Julien Bayou, on sait qu'il y aura un sommet d'urgence jeudi, justement. Qu'attendez-vous des dirigeants de l'Union européenne ? Sauvetage. Solidarité avec l'Italie, parce qu'elle ne peut pas assumer ça. Et puis développement des filières d'immigration légale, parce que c'est le meilleur moyen de réduire le marché noir de ces passages extrêmement dangereux. Et donc augmenter tout simplement l'asile. On accueille 2 fois moins d'asile à 28 que l'Europe n'en accueillait il y a 20 ans à 12. Donc il y a des marges de manœuvre. Et puis surtout, il faut prévenir, il faut expliquer que cette immigration, elle se fait d'abord et surtout dans les pays pauvres d'à côté. Je pense à la Syrie, c'est le Liban qui accueille 1,5 million de Syriens réfugiés. Et donc l'Europe doit prendre sa part, tout simplement. Jean-François Dubost, effectivement, on vous recevait il y a quelques temps sur la réforme du droit d'asile qui arrive bientôt au Sénat. Vous pensez qu'il est possible d'avoir de nouvelles formes d'immigration légale pour ces personnes qui ont fui leur pays, qui fuient la guerre ? Oui, en fait, elles existent déjà en réalité. La réforme ne changera malheureusement peut-être pas grand-chose sur ce terrain-là, mais au niveau européen, elles existent déjà. Il y a la réinstallation, la France y participe, mais dans des proportions extrêmement faibles. On arrive à peine à 1000, peut-être à la fin de l'année, 1000 réfugiés syriens en provenance des pays voisins de la Syrie. C'est trop peu. Quand l'Allemagne en annonce 45 000 ou que la Suède en a déjà plusieurs dizaines de milliers sur son territoire, elles existent. L'Union européenne pourrait développer des politiques harmonisées de délivrance de visas humanitaires en prenant en compte les situations des personnes pour essayer justement de soustraire aux voies irrégulières et aux trafiquants nombre de personnes qui, de toute façon, lorsqu'elles finissent par arriver, lorsqu'elles ne sont pas mortes en cours de route, lorsqu'elles finissent par arriver sur le territoire de l'Union européenne, sont reconnues par ces mêmes États membres comme des personnes réfugiées. Donc, en fait, c'est une question de volonté politique. Nous avons les outils, mais nous ne les utilisons pas. Sur cette réforme du droit d'asile, quelle est la position d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou ? Mais nous, on souhaite accélérer la délivrance du titre de réfugié. Et puis, on l'a dit maintes fois sur la Syrie. En fait, encore une fois, l'exemple de la Suède est incroyable. Je crois que pour une population 10 fois inférieure à celle de la France, ils accueillent 40 fois plus de Syriens. Donc c'est possible, encore une fois. Il ne faut pas céder à la facilité, aux idées reçues. Encore une fois, ces fantasmes de pompes aspirantes où Estrosi devrait avoir honte quand il parle que la France est un Eldorado pour les immigrés. C'est pas vrai. On voit bien en plus le sort qu'il leur a réservé entre racisme et travail noir. Alors que par contre, l'immigration, quand elle est légalisée, elle contribue à la richesse du pays. C'est indéniable. Les immigrés en France rapportent, entre guillemets, 60 milliards aux caisses de l'État et en coûtent beaucoup moins. Jean-François Dubost, pour conclure peut-être sur ce que vient de dire Julien Bayou, il y a des pays qui peut-être peuvent être modèles pour la France comme la Suède. Oui, je pense que surtout ce qui est important, c'est que la totalité de la classe politique, si on peut parler comme ça, des hommes politiques en France, prennent conscience qu'il faut aussi qu'ils fassent œuvre de pédagogie et de franchise par rapport à la situation qui est celle de l'Union européenne aujourd'hui en Méditerranée. Et je pense qu'il y a un effort de pédagogie à faire à tous les niveaux pour expliquer qui sont ces personnes, quels sont leurs parcours, quels sont leurs désirs ou l'objet de leur fuite et pourquoi nous avons une responsabilité, même une obligation en termes de droit international de les accueillir. Donc il y a vraiment un effort et ne pas céder à la tentation de raccourcir un peu les situations et de tomber un peu dans des poncifs habituels. Je pense qu'il y a vraiment un effort. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de cette édition. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.